Elle s'appelait Lila Moran, 39 ans, mariée depuis 12 ans à Stéphane, un ingénieur français tranquille, méthodique, et peut-être un peu terne, qui n'avait jamais rien soupçonné de ce que sa femme dissimulait derrière ses sourires doux et ses voyages réguliers pour affaires. Officiellement, Lila travaillait dans le secteur du design d'intérieur, conseillait des hôtels, s'occupait de rénovations de luxe, et partait tous les 2 mois pour des missions en Suisse, en Italie, parfois au Moyen-Orient. Officieusement, elle avait depuis 7 ans construit une autre vie, une existence parallèle qu'aucun de ses proches n'aurait pu imaginer, dans une ville aussi vertigineuse que les mensonges qu'elle y empilait, Dubaï. Là-bas, elle n'était pas Lila Moran, mais Leila Moradi, une femme brune, élégante, aux faux papiers impeccables, connue dans certains cercles comme décoratrice exclusive des pantous de l'élite émirati, mais aussi comme l'une des accompagnatrices de luxe les plus en vue, réservée par des hommes d'affaires richissimes, discrets, exigeants, qui ignoraient tout de sa véritable identité et encore plus de sa vie à Paris. Tout avait commencé par accident, un client d'hôtel charmé par son assurance, une proposition en or pour un dîner, puis un week-end dans un yacht, et la révélation d'un monde d'argent facile, d'illusions étincelantes, de corps vendus à prix d'or et de promesses étouffées sous la soie. Elle avait résisté, au début, culpabilisée pendant des mois, mais les montres, les sacs Hermès, les virements sans fond, les regards pleins de désir et de pouvoir avaient fini par remplacer les câlins fats de Stéphane, les dîners silencieux dans leur appartement du 15e arrondissement, les vacances tristes en Bretagne. Dubaï devenait une drogue, une scène de théâtre où elle brillait comme jamais, où elle contrôlait chaque détail. Elle louait un appartement luxueux dans la marina, entretenait une fausse identité grâce à un faussaire italien, et menait une carrière double comme d'autres mènent une double respiration, entrecoupée mais fluide, sans un accroc. Elle avait 2 téléphones, 2 carnets d'adresses, 2 comptes bancaires dans 2 pays, 2 parfums différents selon la ville, 2 visages, celui de l'épouse douce et calme, et celui de la muse impitoyable, exigeante, magnétique, capable de faire tomber à genoux les plus froids des magnats. Elle croyait maîtriser le jeu, jusqu'au jour où, dans le hall d'un palace à Jumeirah, elle croisa un client inattendu, Eric, le frère de Stéphane, en déplacement pour une conférence. Il la vit, elle le vit, leurs regards se figèrent, mais aucun mot ne fut échangé. Elle rentra en France 3 jours plus tard, le cœur affolé, le masque fissuré. Eric ne dit rien à Stéphane, pas immédiatement. Il l'observait d'abord, intrigué, peut-être fasciné, puis un soir, il l'appela en privé et lui demanda « Combien de vies vis-tu, Lila ?» Elle essaya de nier, il insista, et quand elle comprit qu'elle ne pourrait plus mentir, elle fit la seule chose qu'elle n'aurait jamais cru faire, elle avoua. Pas à Stéphane, mais à Eric. Toute l'histoire. Sans filtre. Sans fierté. Avec la froideur de celles qui n'ont plus peur d'être jugées. Il écouta, sans l'interrompre, puis la regarda longtemps avant de lui dire « Je ne te dénoncerai pas. Pas par pitié. Parce que je ne sais pas si je t'admire ou si je te plains. » Ce soir-là, Lila comprit qu'elle était au bord du précipice, mais qu'elle ne tomberait pas. Pas encore. Elle retourna à Dubaï une dernière fois, vida son appartement, fit disparaître son alias, ses carnets, ses traces. Puis elle rentra à Paris, regarda Stéphane dormir, paisible, inconscient de la femme qu'il croyait aimer. Pendant des mois, elle vécut dans la peur que la vérité éclate, mais rien ne vint. Stéphane ne sut jamais. Eric non plus ne reparla jamais de cette nuit-là. Pourtant, tout avait changé. Lila ne repartit plus jamais à Dubaï, mais elle savait que cette femme-là n'était pas morte. Elle vivait en elle, tapie, dangereuse, prête à revenir. Elle se mit à fréquenter des galeries d'art, à lire des romans sur les doubles vies, à écrire des lettres qu'elle brûlait ensuite. 12 ans de mariage, et pourtant, Lila n'avait jamais été aussi seule. Ni aussi libre. Elle avait menti à tout le monde, sauf à elle-même. Elle n'aimait plus son mari. Elle n'aimait plus cette vie. Mais elle ne voulait pas renoncer à la prochaine. Car au fond, ce que Lila avait découvert à Dubaï, ce n'était pas seulement le goût de l'interdit ou le luxe insolent, c'était le pouvoir de choisir qui elle voulait être, même pour quelques jours, même dans une illusion. Et parfois, une illusion bien construite vaut plus qu'une vie honnête. Mais la liberté a toujours un prix, et Lila commença à le sentir s'insinuer dans les moindres recoins de sa vie parisienne, des cauchemars en pleine nuit, où elle se voyait exposée dans les journaux, entourée de visages familiers à sa mère, Stéphane, même Eric, tous figés d'horreur. Des appels anonymes à 2 heures du matin, qui raccrochaient sans un mot, mais laissaient dans l'air une tension glaciale. Elle pensait avoir effacé toutes ses traces, mais la paranoïa est tenace. Elle évitait les réseaux sociaux, se regardait dans les vitrines comme une étrangère, se demandait combien de personnes connaissaient vraiment son visage, ou pas celui qu'elle offrait à son mari, mais l'autre, celui que les hommes achetaient. Puis un soir d'hiver, alors qu'elle rentrait d'une exposition sur la duplicité dans l'art moderne,
elle trouva une enveloppe glissée sous la porte de leur appartement. Aucune adresse, aucun mot. Juste une photo d'elle, prise à Dubaï, dans un restaurant discret, la main posée sur celle d'un homme connu dans les cercles d'affaires internationaux, Khaled Al-Mansour. Elle sentit son cœur tomber dans ses talons. Cette photo n'avait jamais été publiée, elle en était certaine. Quelqu'un l'avait suivie. Quelqu'un savait. Elle brûla la photo, sans un mot, mais son esprit n'oublia pas. Les jours suivants, elle fouilla ses anciens contacts, chercha des signes, tenta de comprendre si elle avait été trahie. Puis elle pensa à Eric. Et une idée terrifiante s'imposa. Et si ce n'était pas le silence de la pitié qu'il lui avait accordé, mais le calcul du chantage? Elle le contacta, le convia à déjeuner, et l'observa. Il semblait le même. Trop le même. Il nia toute implication, sembla même choqué par sa méfiance. Mais le doute était là. À partir de là, Lila se transforma, elle se mit à planifier. Chaque détail. Une fuite possible. Une nouvelle vie encore. Elle retira de l'argent, ouvrit une société écran à Hong Kong, acheta un billet aller simple pour Bangkok sous un faux nom. Elle était prête, mentalement du moins. Mais elle n'avait pas prévu que Stéphane, lui aussi, commençait à changer. Il devenait distant, inquiet, absent. Il ne posait pas de questions, mais son regard devenait fuyant. Un matin, il lui dit, « Tu rêves en parlant. Tu dis des noms. Tu cries. » Elle rit, minimisa, mais sa façade se fissurait. Une nuit, elle le vit fouiller dans son sac. Elle le laissa faire, fit semblant de dormir, puis pleura en silence. Car il avait raison de douter. Il avait peut-être même compris. Et pourtant, il ne disait rien. Elle se demanda si c'était par peur, ou par amour, ou par lâcheté. Un soir de printemps, elle rentra plus tôt que prévu et le trouva dans le salon, assis face à son ordinateur, les larmes aux yeux. Il regardait un dossier. Le sien. Elle l'avait laissé ouvert par erreur sur une clé USB. Il savait tout. Sans un mot, il leva les yeux, puis détourna le regard. Elle s'approcha, tendit la main, mais il recula. Il ne cria pas. Il ne frappa pas. Il dit juste, « Pourquoi ?» Et elle sut qu'il ne parlait pas de l'argent, ni des hommes, ni de Dubaï. Il parlait du mensonge. De l'absence. De la trahison du quotidien. Elle voulut s'expliquer, mais chaque mot semblait faux. Alors elle ne dit rien. Elle prit ses affaires, un sac qu'elle avait préparé depuis des semaines, et elle partit. Elle laissa derrière elle 12 ans d'un mariage qui n'avait jamais vraiment été le sien. Elle prit un vol pour Bangkok, puis un autre pour Séoul. Là, elle s'installa sous un autre nom, ouvrit un petit atelier de céramique, vécut de peu, de silence, de solitude. Elle ne vendait plus son corps, ni ses charmes, seulement des bols imparfaits, faits à la main. Chaque bol avait une fêlure. Comme elle. Parfois, elle recevait des mails anonymes, des photos de son passé, des rappels que son ancienne vie ne mourrait jamais tout à fait. Elle les ignorait. Elle s'endurcissait. Elle vieillissait, aussi. Plus de robes de soirée, plus de parfums de luxe, juste une femme face à elle-même, dans la poussière des ateliers et les rituels du thé. Mais un jour, en 2024, une journaliste française la retrouva. Une femme brillante, tenace, qui écrivait un livre sur les femmes fantômes. Elle voulait raconter son histoire. Lila refusa. D'abord. Puis accepta, anonymement, à condition que rien ne puisse remonter jusqu'à Stéphane. L'interview dura 8 heures. À la fin, la journaliste la regarda longuement et dit « Vous ne regrettez rien ?» Et Lila répondit « Je regrette de ne pas m'être choisi plus tôt. » Le livre parut, sous un pseudonyme, devint un best-seller. Stéphane tomba sur un extrait par hasard, en vacances à Lisbonne. Il reconnut le style. Il comprit. Il sourit tristement. Et referma le livre. Lui aussi avait refait sa vie, avec une collègue douce, simple, sans éclat ni drame. Mais parfois, la nuit, il rêvait encore de Lila, et se demandait si, au fond, c'était une illusion, ou la seule fois où il avait été vraiment vivant. Quant à Lila, elle vieillissait, loin des projecteurs, loin des mensonges, mais chaque soir, quand elle posait ses doigts sur l'argile, elle sentait encore battre quelque chose en elle. Pas la honte, pas la peur, mais cette étrange conviction qu'on peut aimer plusieurs vies, même si aucune ne vous aime en retour.